Vous voyez bien là, c'est bon? C'est bien. Oui, oui, oui. Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour ces 3 jours de webinaire, nous allons commencer par la première thématique qui est la résilience en développant les attentes de la société. Et donc, on a 3 thématiques pour les 3 jours de webinaire. Donc, pour demain, on a de la résilience en diminuant les charges et pour vendredi, de la résilience en augmentant les produits. Donc, ce webinaire sera porté autour des assurances qui sera présenté par Marie et Justine, des changements climatiques par Alexandre et Charles, du CO2 présenté par Jean-Baptiste, Esther et Alban, et enfin l'agriculture de conservation par Théo et Pierre-Louis. Si Clément veut continuer. Oui, c'est que... Donc, comme Océane l'a dit, donc on va attaquer ce webinaire par les assurances, donc qui seront présentées par Marie et Justine. Donc, des changements climatiques pardon. L'agriculture doit faire face à des risques climatiques, sanitaires et environnementaux qui peuvent avoir des conséquences sur la viabilité des exploitations agricoles aujourd'hui. Ainsi, accompagner les agriculteurs vers une meilleure gestion permettre d'accroître la résilience de leur exploitation et de minimiser les impacts. L'assurance est un des premiers moyens qui permet de favoriser la résilience au sein des exploitations agricoles et qui permet une meilleure anticipation des risques. Donc, pour faire face au changement climatique, voyons les différentes méthodes. Vas-y, Océane. Donc, pour le deuxième groupe, on va faire face au changement climatique et on va voir les différentes méthodes de stockage et d'arrosage sur les 10-15 dernières années. On va découvrir les nouvelles cultures qui sont plus résistantes aux sécheresses et pour finir, le relais cropping, une nouvelle technique de travail peu développée. Donc ensuite, pour le groupe de Jean-Baptiste, Alban et Esther, ça va être la présentation de la séquestration du CO2 dans le milieu agricole, qui passe dans un premier temps par la définition du concept, puis ensuite aborder les différentes façons de le séquestrer, et quels sont les aspects économiques de cette pratique et en quoi celle-ci peut être un moyen de résilience. Donc, cette première présentation se clôturera par les ateliers complémentaires pour conservation des sols. Nous pensons que pour aborder l'avenir sereinement dans un contexte climatique et financier incertain, l'agriculture de conservation nous permettra de faire face à tous ces imprévus. La diminution du travail du sol avec l'intégration des couverts végétaux va permettre de favoriser le développement de l'activité biologique dans les sols de nos exploitations agricoles. De plus, nous verrons qu'avec la création d'un atelier ovin, la complémentarité est fortement tant d'un point de vue agronomique que économique. Voilà, donc Marie, si tu veux commencer à présenter, c'est bon pour nous. Donc, comme dans toute activité économique, le risque zéro n'existe pas et donc c'est encore plus sûr et plus vrai pour les activités agricoles. Donc, avec l'effondrement des prix, la crise sanitaire, la sécheresse, etc. Et donc, traditionnellement, les agriculteurs entretiennent une culture fataliste. Les bonnes années compensent les mauvaises. Cependant, on observe que toutes les entreprises ne sont pas égales devant les risques. Certaines sont mieux armées que d'autres face aux risques. Certaines, face à un même risque, s'en sortent mieux. Et en sciences physiques, un mot désigne la capacité d'un matériau à résister au choc, qui est le mot de la résilience. Donc en agriculture, la résilience, c'est la capacité à s'adapter à des perturbations telles que des changements climatiques et ainsi de redevenir de l'état initial. Ainsi, donc, l'agriculteur dispose de différents leviers décisionnels pour augmenter la résilience de son entreprise en la rendant moins sujet aux risques et ou en la rendant plus résiliente s'ils surviennent. Donc, l'agriculture génère des risques au quotidien et donc, pour diminuer l'impact de ces risques sur l'exploitation, les agriculteurs peuvent souscrire différentes assurances. Et donc, nous allons nous pencher sur les coûts de ces différentes assurances et sur les solutions qui existent pour limiter ces derniers. Nous verrons également quelques alternatives aux assurances. L'assurance est un des premiers moyens qui a permis d'encourager la résilience.
C'est pour cela que l'on dit que les assurances sont la base de la résilience. Donc, avoir une assurance va permettre une meilleure anticipation des risques dans la mesure où elle va jouer le rôle de protection. Nous allons voir que chaque assurance permet de s'abriter contre un risque différent, de rebondir face à ce dernier, donc permettre à l'entreprise d'augmenter sa résilience. Nous allons voir également que dans le domaine agricole, les assurances vont permettre de couvrir les risques liés au chef d'exploitation, également aux salariés, mais aussi les risques liés aux biens de l'exploitation, comme le matériel et les bâtiments. Donc tout d'abord, afin de garantir la personne humaine, que ce soit individuellement ou collectivement, il existe diverses assurances des personnes. Donc ces dernières couvrent les personnes physiques contre les accidents corporels, la maladie ou encore l'invalidité ou même le décès. Donc la MSA, qui est la mutualité sociale agricole, qui dépend donc de l'assurance maladie, et la couverture sociale des agriculteurs. Et elle va protéger les salariés et les chefs d'exploitation contre les risques liés à la maladie, à la maternité pour les femmes, à l'invalidité, même également pour le décès. Donc, elle prend en charge les accidents de la vie privée, ceux de la vie professionnelle et également la maladie professionnelle. Donc, même si l'assurance maladie va couvrir le décès, aujourd'hui, il n'existe aucun capital décès pour les exploitants agricoles. Et donc, cette conjoncture est donc potentiellement à spéculer. Donc, au niveau des biens de l'exploitation, les agriculteurs dépendent entièrement de leur exploitation. Il leur est donc impératif que celle-ci soit assurée contre tous les risques et sinistres les plus courants. Donc là, on parle d'assurance multirisque agricole. Donc, qu'est-ce qu'elle couvre? Eh bien, elle couvre le domaine, c'est-à-dire les bâtiments et les terres. Et contre quel risque? Eh bien, les incendies, le vol, le vandalisme, le dégât des eaux. Elle peut également le couvrir contre le bris de glace, les tempêtes et les catastrophes naturelles. Donc, l'assurance multirisque agricole est souvent généraliste. Et d'autre part, elle peut également avoir des formules spécifiques selon les particularités de chaque métier, c'est-à-dire l'élevage, la viticulture, la culture de céréales, le maraîchage, etc. Et donc, l'objectif est de proposer vraiment à l'agriculteur l'offre la plus complète et la plus précise possible face aux différents types d'agriculture. Et donc, selon les métiers, les risques ne sont pas les mêmes. Donc, on peut avoir de la perte de vin, la perte de grains, on peut avoir des vols d'animaux, de la panne de chambres frigorifiques, etc. Et donc, c'est pour cela que les tarifs de la multirisque agricole peuvent varier d'une exploitation à une autre. Mais il faut savoir que pour une exploitation standard en France, avec des garanties de base, il faut compter minimum 2 500 et ça peut aller jusqu'à 3 000 € par an. Donc, au niveau des engins agricoles, il faut savoir que les agriculteurs sont obligés au minimum de les assurer contre la responsabilité civile. Donc, ils les couvrent pour les dommages qu'ils pourraient causer à autrui. Et donc, selon leurs besoins, ils pourront étendre la couverture en souscrivant à des garanties dommages, d'assistance, et afin de permettre de surmonter certains risques, et donc ainsi de permettre à l'exploitation d'être plus résiliente. Donc, ainsi, il est conseillé, donc, selon l'âge de l'engin, sa valeur et un type de garantie supplémentaire, c'est-à-dire par exemple la garantie tout risque, la garantie bris de machine ou absorption de corps étranger, face donc aux valeurs très importantes maintenant des engins que les agriculteurs peuvent avoir. Donc, le tarif de l'assurance pour un tracteur peut varier largement selon le type de tracteur, sa valeur et selon les garanties qu'on souhaite obtenir. Donc, en moyenne, pour un tracteur qui vaut à peu près 5 000 €, donc sa valeur vénale, et qu'on souhaite couvrir au minimum, c'est-à-dire en responsabilité civile, il faut compter au minimum 100 €. Et à contrario, un tracteur qui vaut à peu près 130 000 € et qu'on souhaite couvrir en tout risque avec absorption de corps étranger et bris de machine, donc il faut compter à peu près 1 000 € pour l'assurance du véhicule.
Ensuite, au niveau donc, de la responsabilité civile, donc professionnelle des agriculteurs, elle est fortement recommandée afin de se protéger en cas de faute ou d'accident professionnel qui peuvent exposer l'exploitant ou l'exploitation à du pénal. Et donc, cette garantie peut permettre quand même à l'exploitation d'être plus résiliente. Il faut savoir que le tarif moyen d'une responsabilité civile n'est pas très élevé par rapport au risque qu'elle peut couvrir. Elle est à environ de 80 € à 150 € par an selon le type d'exploitation et le chiffre d'affaires. Donc, au niveau de l'historique du système assurantiel au niveau de l'Union européenne, la PAC avait mis en place un certain nombre d'outils de régularisation afin de stabiliser les prix sur les marchés ou d'éviter certaines crises comme les quotas, la jachère, les aides au stockage, etc. Et donc, le coût de ces dispositifs était supporté par le budget européen. Et le bilan de santé de la PAC a en grande partie démantelé ces dispositifs en mettant en place les DPU, puis DPB plus aide verte, plus surprime aux 52 premiers hectares. Et donc, en effet, la Commission européenne considère que les aides versées sous forme de droits à paiement sont de nouveaux outils de gestion des risques. Et donc, ils sont fixes et indépendants, donc ces montants. Ils sont indépendants des cours des produits agricoles ou des aléas climatiques qui pourraient affecter la production. Cependant, donc, depuis 2015, des soutiens ont été mis en œuvre dans le cadre du second pilier de la PAC, qui assure donc 2 types de soutien, l'assurance récolte et les risques sanitaires et environnementaux. Donc, on va passer aux protections individuelles pour absorber les risques. Le premier moyen qui est préconisé, c'est l'autonomie financière de l'exploitant, parce qu'il est impossible de prévoir à l'avance les risques. Pour cela, l'entreprise doit disposer d'une bonne marge de sécurité. Elle doit donc être capable de déterminer à l'avance monétaire dont elle dispose dans le but de financer les frais supplémentaires. L'exploitant il doit parvenir à limiter son endettement en investissant moins ou en faisant des investissements raisonnés. Il doit pouvoir également augmenter son autonomie financière, principalement grâce à l'épargne personnelle. S'il a suffisamment d'économies, il peut se permettre de ne pas souscrire d'assurance et donc de compter sur cette épargne en cas de coup dur ou d'imprévu. Comme autre protection individuelle qui concerne directement l'exploitation, il existe la déduction pour épargne de précaution, donc la DEP. La DEP, c'est une somme déduite du revenu fiscal et réintroduite dans ce même revenu fiscal lors d'un ou plusieurs exercices ultérieurs. Elle va s'adresser aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et elle est à réaliser une année où l'exploitation agricole connaît de bons résultats, et elle va jouer le rôle d'assurance en cas d'aléa, une année de mauvais résultats. La DEP va prendre la forme de placement sur un compte épargne qui va être affecté à cet effet. Et donc l'agriculteur va donc pouvoir être son propre assureur. Donc, au niveau du zoom sur l'assurance récolte, il faut savoir qu'aujourd'hui, les agriculteurs assistent de plus en plus à des dégâts liés au changement climatique. Et donc, ce sont les premières victimes de ces changements. Ils voient leur culture impactée par le gel, la sécheresse ou encore l'inondation. Et donc, ces catastrophes impactent directement les rendements d'exploitation, ce qui finit du coup par impacter le revenu des exploitants. Donc, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à souscrire l'assurance récolte. Et par contre, il faut quand même se poser la question, ont-ils réellement calculé le coût de ce que cela leur coûte chaque année? Donc, outre les coûts qu'elle peut engendrer lors de sa cotisation, l'assurance récolte, comme beaucoup d'assurances agricoles, devient indispensable pour pallier le manque de rentabilité dû au changement climatique qui deviennent de plus en plus récurrents. Et donc, il faut savoir que pour cette assurance récolte, il existe une aide, qu'on appelle l'aide à l'assurance multirisque climatique des récoltes,
et elle consiste en une prise en charge partielle, donc au maximum 65%, de la prime de la cotisation d'assurance multirisque climatique qui couvre les récoltes souscrites par un exploitant agricole. Donc, cette aide vise à inciter les agriculteurs à s'engager dans une démarche de gestion des risques climatiques sur leur exploitation et elle leur permet de bénéficier d'une couverture des risques étendue à l'ensemble des risques climatiques et adaptée à leurs besoins. Donc, pour conclure, le secteur agricole... Pour conclure, le secteur agricole il doit s'adapter pour faire face aux divers bouleversements climatiques afin de réduire les conséquences économiques qui en découlent. Tout de même, avant de souscrire un contrat d'assurance, il faut se poser la question, s'agit-il d'un coût prohibitif ou est-il nécessaire à la survie de l'exploitation? Donc pour cette raison, il existe d'autres moyens pour faire face aux divers changements climatiques et ainsi rendre l'exploitation plus résiliente. C'est ce qu'on va voir avec nos camarades. Avant, on va vous montrer un petit extrait vidéo d'un agriculteur qui a souscrit l'assurance récolte et il nous explique le fonctionnement. Bonjour, c'est Pierre Cornet, je suis la seule GAEC du Fromandis à Saint-Just-près-de-Nous, dans Haute-Loire. Je suis sur un GAEC à 4 associés. On est en production principale vache à l'état, 145 herbes de ville, un atelier de boucherie avec 227 places et on a également une unité de méthanisation collective à 5 exploitations. Donc, sur les surfaces, on a une quinzaine d'hectares de céréales, 50 hectares de maïs, 28 hectares de sorgho, et tout le reste sont prairies artificielles et naturelles. À partir de cette année, on a choisi de prendre l'assurance récolte. Donc, ça fait plusieurs années qu'on est touché par la sécheresse, et également des coups de grêle. Notre liste d'assurance, ça coûte environ 7 500 €. Donc, c'est les sorgho, les maïs et les céréales qui sont assurés, les prairies ne sont pas assurées. Bon, on avait un peu d'argent avec la méthanisation, où on a préféré la part, bon, on n'a pas trop au cas où il y a un gros événement climatique, il faudra combler le manque de courage. Ce qui nous a poussé à prendre également l'assurance, bon, ça fait un coût, mais au moment de la déclaration PAC, il nous rembourse la moitié de la somme, donc à environ 3 500 €. Il y a plusieurs points, donc il y a la sécheresse, il y a la grêle, le vent et les inondations. Donc, on a une partie de l'exploitation qui est en zone inondable, et après bon, la grêle on n'est pas forcément touché pour les comptes d'assurance. Après ça reste une assurance, quand on n'en a pas besoin et ça prend des cher, mais si on en a besoin, et ben, on est content de l'avoir. L'assurance, on n'avait pas vraiment regardé d'autres solutions. On pensait qu'il y avait vraiment d'autres solutions, donc on a vraiment choisi l'assurance pour dire d'être couvert. Apparemment, il y en a qui font des petits comptes à côté pour dire que c'est sécurité en cas de sécheresse. C'est réglementé.
C'est bon, Marie? Oui, c'est bon. On avait fait la transition avant la vidéo. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est parce qu'il y a la vidéo. Allô? Il y a la vidéo qui doit tourner encore, ça faisait un peu. Ah non, il y a rien Voilà. qui tourne. C'est bon? Oui, c'est Ah bon. bah là, c'est bon. Juste avant, ça, on faisait encore du bruit. Mais bon, c'est pas grave. Bon, merci à Marie et Justine pour cette présentation donc, sur l'outil historique de la résilience qui était donc les assurances. Donc surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à poser. Donc soit via le chat, soit en demandant la parole sur le webinaire, enfin sur le Zoom. Et donc maintenant, nous allons passer au groupe suivant, qui est donc le sujet faire face au changement climatique. Donc qui est présenté par Charles et Alexandre. Non. Donc on va leur passer. Peut-être quelques questions à poser. Non. On va peut-être poser quelques questions, Monsieur Charpentier ou moi-même. Il faut quand même qu'on fasse notre travail éventuellement. Pierre Charpentier a levé la main, donc lui, au moins, il est bien, donc il demande la parole. Allez-y, prenez la parole. Alors, merci, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, merci pour cette présentation. Pardon, vous ne le voyez pas quand je lève la main? Ben non, nous, on ne le voit pas, c'est pour ça, il n'y a que M. Delavie qui le voit. Il faut mettre discussion sur le côté. D'accord, ok, merci. Allez-y. Bien, alors, merci donc pour cette petite présentation. Bon, j'ai deux, trois petites questions. Alors, bon, déjà, si j'ai bien compris, à un moment, vous avez parlé d'une assurance. La question qui se posait, c'était de savoir si c'était un coût prohibitif ou pas. Bon. Si l'assurance est un coût prohibitif, il ne faut pas la prendre. Si elle ne l'est pas, oui, on peut la prendre. Alors, et si j'ai bien compris la vidéo, pour ce monsieur, le coût de cette assurance, je parle pour l'assurance récolte, hein, le coût de cette assurance récolte se monte, si j'ai bien compris, à 40 € hectare. Bon, alors est-ce qu'un coût de... Pour notre exploitant qu'on a interviewé, oui, en fait, il a fait le calcul et une fois qu'il a calculé l'aide qu'il a le droit, ça lui revient à 40 € de l'hectare. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas redit, mais en fait, 40 € de l'hectare, c'est quand même pas grand-chose parce que, par exemple, passer un coup de désherbant, bah, ça coûte tout de suite largement plus cher. Donc, quand on peut voir ce que ça peut garantir, je pense que c'est quand même… Il y a peu d'agriculteurs qui, je pense, ont fait le calcul et bon, c'est vrai que quand même… Bah, après, ça dépend des exploitations, mais en moyenne, c'est au minimum remboursé à hauteur de 50% et bon, bah, c'est quand même pas négligeable. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Bon, parce qu'on parle de coûts, c'est cher, etc. Mais quand on ramène ça avec l'aide que l'on peut obtenir de la PAC, bon, moi, c'était ma question. Ça représente quoi, 40 € l'hectare en intrants ou en travaux? Bon, voilà. Si on ramène ça, OK. Merci. Alors, et puis, d'ailleurs, l'exploitant, là, il ne le dit pas dans la vidéo, mais il me l'a dit après. Cette année, par exemple, il s'en est déjà servi alors que c'est que la première année. Parce qu'ils ont pris un gros coup de gel et ça a tout. Les céréales, elles n'ont pas trop apprécié. OK. Donc là, ils attendaient que les experts passent. Donc, il peut pas me dire, pour le moment, il ne peut pas me dire exactement combien il va avoir, mais il va être indemnisé. Alors, vous avez introduit la PAC dans votre présentation. Alors, pour vous, est-ce que la PAC, c'est une assurance? Non, ce n'est pas une assurance, la PAC. La PAC, aujourd'hui, avant, elle indemnise. En fait, ils indemnisaient pas. Il n'y avait pas l'assurance récolte qui existait. Et du coup, ils donnaient des indemnités quand les agriculteurs étaient touchés par des calamités agricoles. Et aujourd'hui, ils donnent de moins en moins d'argent. Et du coup, en contrepartie, c'est la fameuse aide à l'assurance récolte qui est mise en place. Bon, la PAC, quand même, ça a été, je ne sais pas, bon, peut-être que M. Delavie va trouver ma réflexion débile, mais ce n'est pas grave. La PAC, c'était quand même une assurance, d'une certaine manière, pour le revenu de certains agriculteurs. Hein. Les aides PAC, oui. Bon, c'était quand même pas mal. Le problème, c'est qu'à chaque réforme de la PAC, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, il ne faut pas non plus y compter dessus. Non, mais elle a été à une époque. Oui, voilà. D'accord. Alors, et puis, dernière question, ensuite je vais passer la parole. Donc, vous présentez l'assurance comme quelque chose qui permet la résilience, mais est-ce que l'assurance à elle seule est suffisante? Non. Ah bah non, bien sûr que non. Il faut essayer de mettre aussi
c'est une des solutions, mais il faut en plus mettre des compléments d'autres actions en place parce que l'assurance ne peut pas être suffisante. Moi, je ne sais pas. Par exemple, pour la sécheresse, si on a la possibilité d'irriguer, il faut essayer d'irriguer. Je ne sais pas. C'est un exemple tout bête qui m'est venu, mais c'est sûr que ça ne suffit pas parce que certes, ça va nous indemniser. Mais par exemple, on va prendre les vignes qui ont été gelées cet hiver. Certes, l'assurance, elle va leur donner de l'argent pour ce qu'ils auront perdu, mais en attendant, ils vont quand même perdre leurs clients parce que si le voisin il a pu récolter, il a pu faire du vin, les clients vont partir chez le voisin et puis peut-être qu'ils ne reviendront jamais. Donc, l'assurance ne va pas servir pour ça, quoi. Et puis d'un autre côté, on ne travaille pas, on ne fait pas du vin, on ne fait pas du blé pour avoir la joie d'être indemnisé par l'assurance si on ne fait pas une bonne récolte. C'est comme, excusez-moi, c'est comme les éleveurs en montagne, ils n'élèvent pas leurs animaux pour qu'ils soient bouffés par les loups. Bon, voilà. Et même s'ils touchent une assurance ou s'ils sont indemnisés à chaque fois qu'ils ont des bêtes qui sont mangées, ce n'est pas pour eux une solution. OK. Moi, je me tais maintenant et je repasse la parole à M. Delez. Non, mais je vais pas insister. Le principe de l'assurance, c'est vrai que l'assurance récolte est un moyen en plus dans la gestion des fluctuations, puisqu'avant, la PAC par elle-même était une assurance, c'est-à-dire la politique agricole commune avant 1992 permettait d'avoir des fluctuations, de limiter les fluctuations de prix. Ce qui veut dire que depuis les modifications de la PAC, eh bien, il y a des fluctuations de prix liées au contexte mondial, etc. Et que les agriculteurs ont du mal, malgré tout, à prendre ou à anticiper ces fluctuations, soit climatiques, soit fluctuations de prix, puisque je vous rappelle qu'avant, il y avait le système de catastrophes naturelles. Donc, il n'y avait pas obligation de s'assurer. L'État assurait tous les agriculteurs. Voilà. Et que l'assurance récolte, quand vous déduisez les aides, c'est vrai que ça ne coûte pas plus cher qu'un fongicide, on va dire. À part que l'assurance récolte ne concerne pas certaines productions, entre autres l'élevage, où dans ces cas-là, elle a essayé, mais elle n'a pas insisté. Voilà, c'était simplement les petits compléments d'information qui paraissent peut-être importants. Là, maintenant, je repasse la parole à M. Couteau et compère pour faire la transition. Oui, donc maintenant, on va passer à Alexandre et Charles qui vont nous présenter comment faire face au changement climatique aujourd'hui. Donc, on leur laisse la parole et l'écran. Paris. Vous voyez le diaporama? Oui. En plein écran ou? Il faut le mettre en projection, là. Là, c'est bien. On vous écoute, les garçons. Alors du coup, pour faire face au changement climatique, en plus de prendre des assurances, comme a pu le dire nos collègues Justine et Marie, on va voir d'autres méthodes pour faire face au changement climatique. Donc, dans un premier temps, nous allons vous parler de la gestion de l'eau, avec en première vue les températures pluviométriques ces dernières années. Ensuite, nous allons vous parler des systèmes de stockage qui existent, avec un témoignage vidéo d'un agriculteur qui est en retenue collinaire. Ensuite, on va vous parler des différents systèmes d'irrigation, lesquels choisir, à quelle période. Enfin, nous allons vous parler des nouvelles cultures qui peuvent exister, qui sont peu demandeuses en eau. Donc, le sorgho qu'on va comparer au maïs, la lavande violette du Berry et quelques nouvelles variétés de blé tendre d'hiver qui viennent du sud. Et enfin, nous finirons par une nouvelle technique, le relais cropping, qu'on vous expliquera par la suite. Alors tout d'abord, on a déjà classé le risque du réchauffement climatique actuellement. Donc à savoir que le réchauffement climatique, le risque, c'est qu'il y a un manque d'eau et des températures trop élevées pour les cultures.
donc qui impacterait le monde agricole avec une perte de rendement, voire une production qui ne pousse pas. Donc, on a classé le risque en régulier parce que maintenant, on va le voir après, depuis 5-6 ans, on a quand même des températures très élevées avec un manque d'eau sur le juin, juillet, août. Et ça peut aller impacter jusqu'à l'EBE, ce qui nous donne une note de criticité de 12. Donc, en ce qui concerne la gestion de l'eau, on peut le voir, l'usage agricole représente quasiment 2/3 des usages de l'eau. Ensuite, il y a les usages industriels et domestiques. Et on peut également voir que, donc là, on a un graphique de 1971 à 2000. Donc, la pluviométrie annuelle reste constante et régulière donc, depuis une trentaine d'années, à partir des années 2000. Donc là, c'est un graphique sur les températures constantes depuis 1950 à 2020. On peut voir qu'avant 1980, les températures étaient constantes tous les ans, mais que depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, on a une nette augmentation des températures et qui ne cesse d'augmenter depuis les 10 dernières années par rapport à la moyenne qu'on avait dans les années avant les 1980. Donc, en ce qui concerne la pluviosité pour Bourges, donc on a décidé de prendre quatre années, 2014, 2016, 2018, 2020, qu'on verra après. Donc, comme on peut le voir, il y a des périodes, donc en 2014, il y a peu de périodes où on a des périodes de sec. Par exemple, là, donc, je ne sais pas si vous avez bien vu le graphique, donc les précipitations, c'est tous les traits bleus. Et donc, par exemple, au mois d'avril, il y a une disette au niveau de l'eau, mais ça reste quand même annuel sur l'année, même au niveau de juillet, août, on a quand même de l'eau. Au niveau de 2016, qui était une année assez différente des autres, on voit bien que là, juillet, août, même septembre, voire octobre, on a une période de disette au niveau de l'eau. Ensuite, au niveau de 2018, hop. Donc 2018, c'est pareil, on commence encore à avoir une période de disette juillet-août, avec par chance un orage qui a pu tomber en juillet. Et donc, pour Bourges en 2020, donc c'est pareil, une disette entre juillet et août qui impacte donc les cultures présentes. Donc du coup, on va voir les différents systèmes de stockage de l'eau parce que contrairement à ce que l'on peut croire, donc comme l'a montré Alexandre, c'est pas forcément qu'il y a moins d'eau sur une année, c'est qu'elle est plus concentrée sur le début de l'année et la fin de l'année, avec les 3 mois de l'été, juin, juillet, août, où il y a beaucoup moins d'eau qui tombe par rapport aux années d'avant. Donc la méthode possible, c'est de stocker l'eau pendant les périodes où ça tombe le plus. Donc on a 3 méthodes de stockage. On a les nappes phréatiques et ensuite on fait un forage pour repomper l'eau. On a les retenues collinaires qui peuvent être alimentées en drainant tous les champs sur l'exploitation afin de remplir la retenue collinaire. Ou on a les retenues d'eau naturelles ou artificielles, à savoir que les retenues artificielles, c'est assez long au niveau des démarches et c'est assez compliqué pour obtenir les autorisations avec toutes les lois. Donc ensuite, on va avoir un témoignage vidéo sur une retenue collinaire chez un agriculteur dans la Nièvre. Va chercher la vidéo dans ta clé. Non, mais clique une fois. Mais clique une fois, tu le prends une fois. Bonjour, je suis agriculteur à Saint-François, en Namur, et on est devant une réserve collinaire que l'on a fait fabriquer l'année dernière, en septembre 2020. C'est une réserve qui représente à peu près 35 000 m3, qui a été montée sur un site qui est indépendant du réseau hydrique, c'est-à-dire que c'est une réserve qui se remplit qu'avec les eaux de pluie d'hiver. Voilà. On a monté ce projet au bout de 2 ans à peu près, et le but c'était de sécuriser la production de maïs en silage en notre exploitation
pour essayer de pallier des problèmes de sécheresse récurrents tous les ans. Donc, on a un système engraisseur. Donc, grâce à cette petite réserve qui est à taille humaine, ça va nous permettre d'arroser environ une quinzaine d'hectares de maïs en silage et donc d'assurer des stocks pour les hivers et pour engraisser nos bêtes. Donc, voilà, ça se résume, c'est assez simple. C'est une réserve avec un moine, un pompage dans le moine et qui emmène avec un réseau hydrique. On a remarqué qu'on a un système avec ensilage d'herbe, maïs ensilage, et on a remarqué que les pluies d'hiver sont très importantes et justement, ça nous permet de les stocker, de les valoriser et de pallier le manque d'eau d'été. Voilà. Donc, dans notre système, on peut ressemer du maïs un petit peu plus tard et on assurera quand même un ensilage de maïs. Voilà, je vous remercie. Donc, ensuite, on a pu voir donc, les différents moyens de stocker l'eau. On va maintenant voir les différents systèmes d'irrigation. Donc, on a les systèmes classiques, donc, qui sont le canon. Il y a ensuite les systèmes sur enrouleur avec une rampe qui permet de faire plutôt une brume d'eau, et également les pivots qu'on peut comparer aux rampes qui font une brise au niveau de l'eau. Et il y a également aujourd'hui, qui apparaît de plus en plus, la micro-irrigation. Donc, on va comparer ces 4 systèmes. Alors, au niveau de l'efficacité, on voit bien que les canons sur enrouleur sont très peu efficaces. Ils sont pourtant actuellement encore beaucoup utilisés. Il faudrait plutôt choisir donc, des rampes ou des pivots. Et encore mieux, donc, comme on va vous le présenter par la suite, donc la micro-irrigation qui serait donc, efficace à 95%. Donc la micro-irrigation, comme l'a dit Alexandre, c'est quelque chose qui se développe depuis 2018 parce que voilà, elle a 95% d'efficacité et on a la possibilité aussi d'introduire de l'engrais avec l'eau au moment de l'arrosage. Donc on a 2 systèmes de micro-irrigation, il y a le système de surface et il y a le système enterré. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Le système de surface, c'est un gain de temps, on le dépose par terre. Les deux ont une grande économie d'eau et d'engrais. Toutes les plantes reçoivent la même quantité d'eau. C'est un parfait équilibre en apport d'eau, d'engrais et d'oxygène. Et il y a une forte réduction du risque d'apparition des maladies fongiques. Ensuite, le système enterré, il y a une économie d'eau un peu plus important. Ça facilite le travail du sol parce qu'une fois qu'on a pris le temps d'enterrer le système, il reste enterré tout le temps. On peut retravailler le sol par-dessus. Ça limite le développement des adventices. Et son système, du coup, en étant enterré, il y a moins de risque de dégâts. Il n'y a pas du tout de risque de dégâts par le gibier ou même de se faire abîmer le système de micro-irrigation. Donc maintenant, nous allons vous présenter donc, quelques nouvelles cultures avec une faible demande hydrique. D'une première part, le sorgho en système polyculture élevage qui sera comparé au maïs. Dans un deuxième volet, donc, ce sera la lavande violette du Berry. Et dans un troisième volet, on vous présentera quelques variétés produites dans le sud de la France qui reviennent dans nos régions plutôt intermédiaires. Donc, en premier, on va comparer le sorgho avec le maïs. Donc, le sorgho demande quand même de l'eau, mais contrairement au maïs, il en demande quand même un peu moins. Il en demande que 350 à 400 mm d'eau. Mais cette demande est forte au mois de juin où on a encore quand même des pluies. Et il y en a peu besoin où on a le moins de pluie, c'est-à-dire en juillet-août. Donc, comme on peut le voir, c'est quelque chose qui va demander l'eau au mois de juin, contrairement au maïs qui va le demander un peu plus tard. Et on va voir que le maïs demande plus d'eau que le sorgho. Alors, au niveau du maïs, comme on peut le voir, il y a à peu près 100 mm à 150 mm d'eau de différence entre les deux au niveau de la demande annuelle. Et ce qui varie entre ce sorgho et ce maïs, c'est que la demande se fait, comme on a pu le dire, au mois de juillet et août, là où on a de plus en plus de mal à avoir de l'eau sur nos régions. Et aussi, une différence entre le maïs et le sorgho, c'est que le maïs est récolté au mois d'octobre, septembre, là où depuis quelques années, on commence à avoir quand même des périodes très humides qui posent problème pour la récolte du maïs. Donc ensuite, une autre culture possible, là qui est encore moins demandeuse en eau, qui est encore pas forcément développée, mais qui va venir à se développer, c'est la lavande. Puisque la lavande, elle a une seule demande en eau, c'est juste au moment de la pousse. Et ensuite, il n'y aura besoin d'aucun arrosage, parce qu'une fois qu'elle est bien implantée, on peut voir qu'elle a
des racines assez longues qui vont aller chercher l'eau en profondeur. Et elle a un autre avantage, c'est qu'elle se développe très bien dans les terres caillouteuses et les sols ou les sols légers et plutôt calcaires. Alors, pour ce qui concerne les nouvelles variétés de blé tendre d'hiver, aujourd'hui, il va falloir plutôt privilégier des variétés tardives qui seront plus résistantes à la chaleur, privilégier les variétés qui étaient en provenance du sud avant, et donc on pourra obtenir un rendement qui sera à peu près égal à un blé qui était habitué à une température plutôt élevée, enfin non, plutôt égale depuis quelques années sur les régions du Berry. Et donc là, on va peut-être pouvoir avoir un rendement égal, voire plus élevé en choisissant une variété provenant du sud. Et donc ensuite, en plus de ces nouvelles cultures, on a aussi une nouvelle technique qui peut être mise en place, qui commence à se développer, c'est le relais cropping. Donc le relais cropping, il consiste à faire 2 cultures la même année dans une même parcelle, avec une culture de printemps et une culture d'hiver implantée sur la parcelle. Donc par exemple, un soja qui va être implanté dans un blé, le blé qui va protéger le soja. Et du coup, les 2 cultures, c'est 2 cultures qui ont une demande en eau pas au même moment, ce qui va permettre aux 2 cultures de se développer correctement, en plus que le blé protège le soja. Après, cela nécessite quelques investissements, comme on peut le voir sur la photo. Il faut que les rangs soient assez écartés pour pouvoir laisser la place à la deuxième culture de se développer. Et il faut aussi avoir une moissonneuse avec des roues étroites pour pas trop abîmer le soja et qui soit équipée également de skis sur l'avant de la coupe afin de pouvoir coucher le soja au moment de la récolte du blé. Alors, on va avoir, comme tout à l'heure, un nouveau niveau de criticité après traitement. Donc, alors, comme on peut le voir, les traitements de prévention, ça va être les nouvelles cultures, le sorgho, la lavande, les variétés résistantes. Et en traitement de protection, ça va être le stockage de l'eau, et donc forage, retenue pour l'un, et pivot, rampe et micro-irrigation pour tout ce qui est irrigation. On obtient donc un niveau de criticité après traitement en choisissant toutes ces protections à un niveau de criticité résiduelle de 2 avec un faible risque qui va être exceptionnel mais qui pourra impacter le revenu disponible en cas d'année très difficile. Donc voilà, en plus des assurances, on a vu différentes méthodes pour faire face au changement climatique, en commençant du coup par le stockage, qui est quelque chose qui est assez facile à faire, et puisqu'on a vu qu'il y avait toujours autant de pluie chaque année, mais elle était juste répartie de manière différente que par rapport à avant. Il y a aussi du coup différentes manières de rediriger l'eau sur les cultures une fois qu'on l'a stocké. Et notamment, je pense, la micro-irrigation qui est à développer. On a vu les cultures aussi qui étaient plus résistantes à la sécheresse, notamment la lavande qui est aussi à développer. Et ainsi, la technique du relais cropping qui peut être mis en place pour permettre une économie d'eau. Donc, on va conclure là-dessus. Donc, comme on a pu le voir, c'est pas forcément le manque d'eau qui nous pose problème aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Et pour pallier à ce réchauffement climatique aujourd'hui on dit, causé par les émissions de gaz à effet de serre et le CO2, le groupe suivant va vous présenter ce cycle du CO2. Bon, eh bien, merci Alexandre et Charles pour cette présentation sur comment faire face au changement climatique. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, j'en ai une. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas abordé le Grenelle de l'environnement et de l'eau et un petit peu ce qui est éventuellement abordé dans
dans un rapport fait par des experts au niveau du ministère de l'Agriculture. La question est longue, là. En clair, dans ce rapport que vous avez lu, hein, puisque je vous l'avais donné à étudier pendant votre confinement, on va dire, l'idée était de dire la problématique, il y a une problématique d'eau, mais par rapport à cette problématique, c'est aussi une problématique de gestion de la ressource d'eau, de l'utilisation de la ressource d'eau et du stockage de l'eau. Donc, c'est vrai que là, vous avez exposer des éléments type la retenue collinaire, d'accord, mais il y a aussi les méthodes qui vont permettre d'utiliser moins d'eau pour la même culture, le cas du maïs, etc., etc. Est-ce qu'avec le réchauffement climatique, l'eau devrait devenir une priorité et la gestion de l'eau devrait devenir une priorité? Oui, c'est important de bien la gérer pour pouvoir continuer à produire les cultures comme avant. D'accord. Et vous savez que la posture, dès que vous voulez faire une retenue d'eau, elle est laquelle? Il y a beaucoup d'associations qui vont se monter contre. Il y a des démarches assez longues. Et pourquoi ils sont contre? Par rapport à l'environnement et… Après, ça dépend, mais par exemple, si c'est une retenue qui suit un cours d'eau, et ben là, les écologistes vont nous dire que ça va tuer le milieu naturel qui était présent avant. D'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas envisager de se dire si on permet aux agriculteurs de stocker l'eau d'hiver, il y aurait peut-être quelque chose qui se passerait moins en hiver, surtout par exemple cet hiver où on en a eu plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire? Allô? Oui, vas-y. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, on n'a pas entendu. J'allais dire, si on autorisait les agriculteurs à faire un stockage d'eau pendant l'hiver, est-ce qu'il n'y aurait pas un plus non négligeable au niveau de la population? Oui, on a pu le voir cet hiver, c'était dans le sud de la France où il y avait eu des inondations. Même si c'est à petite échelle, les retenues d'eau permettraient quand même de garder l'eau en amont et d'éviter qu'elle s'écoule directement dans les villages qui sont en contrebas. D'accord. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne manque pas d'eau, même si on croit qu'on manque d'eau. En réalité, on ne retient pas l'eau et on ne sait pas l'utiliser. Il n'y a pas moins d'eau qu'avant, c'est juste qu'elle tombe plus d'un coup à certaines périodes. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle la pluviosité. Mais si vous regardez le problème que l'on a, parce qu'en disant on gaspille de l'eau, etc., mais grosso modo, en France, on a à peu près, on va dire, 700-800 mm d'eau par an. À part que cette eau, elle n'est pas retenue, elle s'écoule directement dans les océans. Et que l'eau, elle pourrait être utilisée si elle était stockée, alors sans dénaturer, bien entendu, et qu'à un moment donné, en 2050, il y aura bien une autre problématique qui va être de dire comment on peut assurer l'alimentation humaine si on n'a pas d'eau. Voilà, c'était simplement la petite précision. Et là, le rapport du ministère qui permettait d'ouvrir le Grenelle de l'eau, là, qui est ouvert je crois, la semaine dernière, était basé un petit peu sur ces principes-là en disant utilisons l'eau, mais d'une autre façon. Développons des cultures qui consomment moins d'eau, économisons l'eau dès qu'on peut et essayons de stocker intelligemment l'eau. Je vous fais la version résumée. Voilà, donc on passe au carbone, si j'ai bien compris. Juste une petite question. Bon, moi, tu as posé toutes les questions que j'envisageais sur cette notion de chaleur, d'eau, etc., etc. Moi, j'ai juste une question un peu technique, mais vous allez répondre, parce que comme moi, je ne suis pas agri, je n'ai pas fait de BTS Axe, ni d'APV, ni rien. Donc, forcément, je suis un peu nul en technique. Vous avez parlé d'un système d'irrigation enterré. Oui. D'accord. Voilà, on l'enterre, il y a une méthode, on enterre, ce qui fait que c'est intéressant, et après, on peut travailler la terre.
Attendez, moi, si j'enterre et si je travaille la terre, je ne vais pas tout arracher? Bah, c'est enterré à une certaine profondeur, justement, pour qu'on puisse travailler la terre ensuite, une fois que le système est enterré. Ça va être enterré à une vingtaine de 20-30 cm, ce qui permet Et donc, de pouvoir... oui, mais on peut pas on va pas la retourner trop fortement, alors, la terre. Non, non, il y a des limites quand même, mais à 20-30 cm, ça nous permet quand même de travailler le sol suffisamment pour pouvoir implanter notre culture. Après, il y a des soucis, problèmes de question, c'est au niveau de... ça peut se boucher, on peut se dire que ça peut se boucher si c'est dans le sol. Mais il y a un système là-dessus qui envoie sous pression l'eau à la fin de l'arrosage pour pouvoir évacuer toutes ces racines qui peuvent être enterrées. Donc, normalement, ça a été étudié et c'est efficace. Parce qu'en économisant d'eau, on a quand même tout ce qui est le goutte à goutte enterré, et entre autres pour les champs de maïs qui sont en phase d'expérimentation, et là, on fait des énormes économies d'eau. Ah oui, mais je veux bien le croire, ouais. Donc, ça peut être très intéressant, ça. Voilà. Après, c'est plus contraignant, etc., mais vous avez aussi des super pivots qui, en fonction de leur capteur, déterminent la quantité d'eau nécessaire pour la plante et éventuellement apportent l'eau le plus près de la plante pour éviter l'évapotranspiration. Donc, il y a ces approches-là. C'est pour ça que le truc du ministère était intéressant en disant il y a de l'eau, on peut le stocker, mais l'objectif étant de l'utiliser à bon escient et pas arroser parce qu'on a envie d'arroser. Il ne faut pas être méchant, mais certains agriculteurs arrosent quand il pleut et que ça peut choquer la personne qui se dit tiens, il est en train d'arroser, ça pleut. Voilà. Ok. C'est bon pour nous. C'est bon pour moi. Oui, c'est bon pour moi. Et bien, on peut passer au groupe suivant, donc sur la séquestration du CO2. Si vous voulez bien partager votre diaporama. C'est bon, non? Oui, on l'a, Alban, c'est bon. On t'écoute. On vous écoute. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Notre partie de ce webinaire traitera du lien existant et à développer entre le CO2 et l'agriculture aujourd'hui. Donc, notre présentation essaiera de développer les idées et pratiques d'agroécologie, et tout particulièrement celles de l'agroforesterie, qui permettent d'augmenter la séquestration du carbone. Nous aborderons aussi les avantages économiques, puis nous traiterons sur l'avenir de cette pratique, ainsi que l'image qu'elle peut permettre d'apporter au monde agricole. Nous appuierons notre présentation à l'aide d'un entretien vidéo avec un professionnel dans le domaine de la séquestration du carbone, donc, tout au long de notre présentation. Aujourd'hui, l'agriculture est couramment critiquée à de nombreux égards, et en particulier pour son impact avec les gaz à effet de serre. Donc, d'après certains articles, médias et organisations, l'agriculture serait responsable jusqu'à 24% des gaz à effet de serre et rejetés actuellement dans l'atmosphère. Donc, en France, ce serait jusqu'à 18%. Donc, le principal responsable des émissions de ces gaz serait l'élevage d'animaux composés de ruminants. Bien sûr, ces chiffres sont approximatifs, mais qu'en est-il réellement? D'autres études, articles et organismes ont un regard différent sur l'agriculture actuelle et mettent en avant la séquestration du carbone réalisée par les cultures grâce à la photosynthèse, c'est-à-dire la production de matière organique grâce à la captation d'énergie lumineuse et de carbone. Ainsi, les surfaces agricoles, donc prairies, cultures et arbres, etc., capteraient et séquestreraient plus de carbone que l'agriculture n'en émettrait. Donc, la séquestration du carbone est réalisée par les végétaux, permet donc de séquestrer une partie du carbone émis dans l'atmosphère pour le stocker dans les sols. Et des solutions qualifiées d'agroécologie, telles que la gestion des prairies permanentes, l'entretien des haies et le développement de l'agroforesterie, permettraient d'augmenter la part de carbone séquestré.
Monsieur Thomas Martal, qui travaille pour une société, donc Stock CO2, a répondu à plusieurs de nos questions. Nous le laissons se présenter. Moi, j'ai pas de son. Hein. Le son ne fonctionne pas. Hein. Il ne fonctionne pas du tout. Ah, c'est bon. Bonjour, donc, je vais commencer avec une première question. Donc, pouvez-vous avant tout vous présenter vous et votre métier et plus précisément votre rôle auprès des agriculteurs? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Thomas Martal, je suis cofondateur de Stock CO2, qui est une entreprise spécialisée dans la valorisation du carbone en France. Stock CO2, c'est un opérateur de compensation carbone, c'est-à-dire que notre métier, c'est avant tout d'accompagner les agriculteurs dans cette valorisation du carbone. L'idée, c'est de leur apporter une solution clé en main. Donc, on se charge de l'ensemble des démarches administratives liées à la labellisation bas carbone. Cette labellisation, elle permet à l'agriculteur et à son exploitation de générer des crédits carbone pour lesquels nous allons trouver des acheteurs. Donc, lorsque c'est nécessaire, on travaille aussi main dans la main avec des coopératives ou des structures de conseil. C'est notamment le cas pour l'élevage et les grandes cultures. Et ces structures sont chargées de faire les diagnostics sur le terrain et le suivi au plus près des agriculteurs. Quel projet accompagnez-vous? Alors, on travaille sur l'ensemble du territoire français et sur toutes les méthodes du label bas carbone. Donc aujourd'hui, ça signifie qu'on accompagne des projets de boisement, des projets de reboisement, des projets d'implantation et de gestion durable des haies, même si en ce moment ils sont un peu suspendus. Aussi des projets de réduction d'émissions pour les exploitations d'élevage et d'ici peu, on croise les doigts, on devrait pouvoir aussi accompagner des projets d'agroforesterie et des projets de réduction des émissions pour les grandes cultures. Et quel organisme travaillez-vous? Alors, tous nos projets sont labellisés par le label bas carbone. Donc, c'est notre premier interlocuteur. C'est disons que le label, c'est le gage de la garantie de qualité, on va dire, des mesures qui vont être mises en œuvre par les agriculteurs. Donc, c'est un souhait, c'est une demande des entreprises. Le label bas carbone, j'en ai pas parlé plus en détail, mais c'est un label du ministère de la Transition écologique. Donc, en fait, notre interlocuteur direct, c'est la Direction générale énergie-climat au ministère de la Transition écologique. En complément de cet interlocuteur, avec qui on échange pour le montage et la labellisation des projets, on travaille avec des audits. Tous les dossiers seront audités par des auditeurs indépendants, donc ils ne peuvent être ni nous, ni liés aux agriculteurs, ni liés aux entreprises qui vont financer. Ce seront des gens comme Ecosphère, par exemple. Comme, pardon? Le bureau d'études Ecosphère. Enfin, c'est plutôt un bureau de certification. D'accord. Et par contre, comment la relation se fait entre vous, votre organisation, et les agriculteurs? C'est eux qui viennent vers vous ou l'inverse? Alors, on a un peu de tout. On a des agriculteurs qui nous appellent directement. La semaine dernière, j'avais un agriculteur dans l'Essonne qui me sollicitait sur des grandes cultures. Et plus largement, on noue des partenariats avec des coopératives ou des groupes d'agriculteurs pour valoriser à l'échelle d'un projet collectif leurs efforts sur le marché carbone. Quelles sont les démarches que l'agriculteur doit suivre pour pouvoir vendre sa terre dédiée à la séquestration du carbone? Alors, ça va dépendre déjà des méthodes, ça va dépendre aussi de ce qu'il souhaite mettre en œuvre. En fait, il faut savoir que l'agriculteur, aujourd'hui, il n'a pas de contraintes à valoriser son carbone. Donc, en fait, on ne va valoriser que des changements de pratique, mais des changements de pratique qui sont choisis par l'agriculteur. Donc, en l'occurrence, par exemple, si je suis sur une exploitation de polyculture élevage, on peut mettre en œuvre des pratiques qui visent à optimiser la ration,
pour réduire notamment la méthanisation entérique. Si je suis plutôt sur la partie culture, on peut travailler sur la mise en place d'un couvert continu. C'est ce genre de levier qu'on va mettre. Sur les haies, on va être sur une obligation en fait, de l'agriculteur de planter la haie qu'il a prévu de planter et ensuite de gérer durablement à l'échelle de son exploitation les haies qu'il a entre ses champs. J'aurais une précision à rajouter. Est-ce que un agriculteur qui a déjà des haies ou des surfaces ou des arbres sur ses terres peut rentrer là-dedans ou faut qu'il rajoute? Alors, oui, si je fais un zoom sur les haies, l'objectif de la méthode de haies, il est de à la fois favoriser la plantation de nouvelles haies ou la replantation de haies, mais aussi de gérer durablement les haies existantes. Donc, un agriculteur qui a un linéaire de haies sur son exploitation peut les engager dans un plan de gestion durable des haies qui lui permettra de valoriser du carbone. D'accord. Et j'ai oublié de préciser un point sur la durée de l'engagement. La durée de l'engagement, en général, elle est de 5 ans, sauf pour les méthodes forestières. Et où là, l'engagement est plus long parce qu'une forêt pousse lentement. Par définition, l'engagement il est sur 30 ans. Quelles sont les démarches que l'agriculteur doit suivre pour pouvoir vendre sa... Oups. Esther. Esther, t'es là ou pas? Ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais oublié d'activer mon micro. Les arbres sont des végétaux qui séquestrent le plus de CO2. Ils ont une plus grande surface en contact avec l'atmosphère par rapport à l'herbe en prairie. Et en plus, ils ont des racines beaucoup plus grandes qui permettent de séquestrer le carbone. Les arbres en agroforesterie ont plus de facilité à capter le carbone que les arbres en forêt, à cause de leur espacement qui leur permet d'avoir une plus grande surface avec l'air et le CO2. En pratique, l'agroforesterie consiste en fait à mettre sur une même parcelle des arbres avec des animaux et ou des cultures. On va retrouver comme activité agroforestière les formes bocagères, les pré-vergers, les pré-bois, l'alignement des arbres associés à l'élevage ou à des cultures. On va retrouver l'implantation ou l'entretien des haies, des arbres fourragers, les bandes arborées sont aussi des pratiques liées à l'agroforesterie. Aujourd'hui, sont principalement concernés par la rémunération du carbone les espaces arboisés, les haies, les pratiques agroforestières. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Non, encore la suivante. Ah, pardon. Non, c'est ça. Ces pratiques ont pour objectif, par exemple, l'alignement d'arbres, la création d'un microclimat, les haies de réduire l'assèchement des sols, plus l'écoulement de l'eau. L'agroforesterie permet des avantages économiques indirects. La présence d'arbres auprès des cultures permet les remontées de matière organique, ceux présents en profondeur, également à la surface. Cela va être bénéfique aux autres végétaux. Il faut que les arbres, les haies plantées conviennent aux cultures. Je laisse la suite à Alban. Économique de votre activité. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui comment se déroule l'aspect économique de votre activité et quel volume de CO2 traitez-vous actuellement? Alors, je vais commencer donc sur le fonctionnement. Un crédit, donc en fait, on négocie, on discute avec l'agriculteur
pour la valorisation de son carbone en amont, pour déterminer en fait le juste prix pour lui de la valorisation de son carbone. Sachant que si on peut arriver à le vendre plus cher, c'est plus intéressant pour tout le monde. Les gens qui achètent les crédits carbone, ce sont un peu tout type d'entreprises, sincèrement, plutôt les entreprises donc, qui ont des activités en France. Elles achètent des volumes qui peuvent être très variables. Entre nos différents clients, on a un client qui nous a pris 1 tonne de CO2 et un autre qui en a pris 15 000. Donc voilà, on a un grand écart. Ça va être, pour 1 tonne de CO2, c'est une galerie d'art et pour les 15 000 tonnes de CO2, on est sur un grand groupe de l'immobilier. Ensuite, le prix. Le prix va varier en fonction des méthodes et en fonction de ce qui est mis en œuvre. Pourquoi? En fait, tout simplement, il faut ramener le prix d'un crédit carbone à ce qu'il est, c'est-à-dire un crédit carbone, il est généré par la mise en œuvre d'une pratique plus vertueuse que ce qui était mis en place précédemment. Et cette pratique, elle peut avoir soit un coût financier direct par l'acquisition de quelque chose, soit un coût financier indirect, il en est quand même un, par un travail plus intense en main-d'œuvre. Et donc finalement, le prix d'une tonne de CO2, il est très directement lié au coût de mise en place de cette économie. Donc, par exemple, sur la forêt, on a des prix de la tonne de CO2 qui vont varier assez fortement. Sur l'agriculture, c'est un petit peu différent, mais on va avoir une valorisation pour l'agriculteur qui va varier entre 25 et 35 € par tonne de CO2. Sur la forêt, c'est un petit peu inférieur, mais parce que aussi le rendement entre guillemets en carbone de la forêt est bien supérieur. Sur les arbres et les types de haies qu'il faut planter, il n'y a pas en fait nous déjà, je rappelle un point dont je n'ai pas forcément parlé, mais notre compétence elle est sur le carbone et la partie labellisation des projets et le fait de trouver des acheteurs pour les crédits carbone. Ça, c'est notre point fort. Néanmoins, on n'est pas des techniciens. C'est pour ça que d'ailleurs, on va s'appuyer sur les coopératives ou les structures de conseil pour conseiller directement les agriculteurs. Et donc, par exemple, sur les haies, on ne va pas chercher à par exemple, inciter à planter un arbre qui pousserait vite et qui, du coup, séquestrerait plus de carbone. En l'occurrence, d'ailleurs, la méthode ne le permet pas de le comptabiliser aussi finement. Mais de manière générale, il faut surtout que ce soit des arbres qui soient plantés au bon endroit et surtout des arbres qui soient résilients par rapport au changement climatique. Je sors un tout petit peu du domaine de la haie, mais on le constate très nettement, le réchauffement climatique, sur tout ce qui est forêt en France. Déjà aujourd'hui, on plante dans le centre de la France des essences qu'on avait l'habitude de planter plutôt dans le sud. Donc, les essences sont en train de migrer, je dirais, vers le nord pour s'adapter au réchauffement climatique. Et on a des dizaines de milliers d'hectares qui sont malheureusement en train de dépérir complètement, un peu partout en France, mais principalement dans l'Est, à cause des dernières sécheresses. D'accord. Donc le type d'arbre, c'est pas nous qui allons le déterminer, ce seront les sachants techniques, je dirais. Mais dans tous les cas, on va être très vigilant à ce que ce soit déjà une variété d'essences et des essences qui sont adaptées au réchauffement climatique parce qu'il faut se projeter à 30 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans. Sur le volume de CO2 qu'on traite, cette année, on va traiter à peu près 200 000 tonnes de CO2. Et s'il faut ramener ça sur une surface, c'est assez délicat de ramener ça à des surfaces en hectares pour l'agriculture, parce que ça va dépendre très fortement de l'intensité de changement de pratique qui est mis en œuvre. Mais je pense que si on donne une clé de calcul un peu hybride, je dirais que sur l'agriculture, ça correspond à presque 1 tonne, enfin il faut compter presque 1 tonne par hectare et par an. Donc, comme les projets sont sur 5 ans, il faut diviser par 5, ça représente 50 000 hectares, 40-50 000 hectares.
Et ça ne fait qu'augmenter. Il y a de plus en plus de personnes. Oui, en fait, là, par rapport à notre activité de l'année dernière, ça représente une multiplication par 5. Et bon, on ne va pas s'arrêter en chemin. Encore. Pouvez-vous nous expliquer? Donc pour continuer sur l'aspect économique, actuellement le prix de la tonne de carbone est fixé environ à 30 € en moyenne de la tonne de carbone séquestrée. Donc c'est assez difficile de faire des estimations, on l'a vu. Mais pour une exploitation, c'est à peu près ça, de carbone séquestré par an et par hectare. Nous pouvons néanmoins estimer que 1 à 2 tonnes de carbone peuvent être séquestrées par an et par hectare. Ainsi, une ferme de 100 hectares engagée ou s'engageant dans des pratiques régénératrices pourrait toucher jusqu'à 6 000 € de revenus supplémentaires par an. Il faut tout de même penser aux frais de diagnostic et d'audit donc faits par les experts qui peuvent aller jusqu'à 900 € l'an pour toujours une ferme de 100 hectares. De plus, pour ces exploitations ayant déjà des haies ou arbres qui s'engagent dans la séquestration du carbone, elles ne s'engagent en rien d'autre que de continuer l'entretien de leurs haies et arbres qu'ils ont déjà sur leur exploitation. Donc, il s'agirait uniquement de rendre ces haies, arbres et agroforesteries marchands. Un argument important qui a été mis en avant au cours de l'entretien, c'est que l'agriculteur choisit son engagement. C'est-à-dire que c'est lui-même qui choisit sur quel type de surface, c'est-à-dire des forêts, des alignements d'arbres ou des haies, et sur quelle surface il s'engage. Donc, il est uniquement tenu de respecter son engagement et sur la durée qui lui est donnée. Donc, une exploitation souhaitant donc s'engager dans la séquestration du carbone ne serait donc pas contrainte de modifier son mode d'exploitation s'il lui permet déjà d'intégrer cette pratique et si elle ne souhaite pas s'infliger d'autres contraintes. Donc, on va continuer l'entretien avec l'image qu'apporte cette pratique. Du coup, quelle évolution peut-on prévoir pour l'activité, pour votre activité, pour ces acteurs également? On sent que il y a une vraie demande aujourd'hui des agriculteurs à aussi mettre en avant des pratiques qu'ils ont ou qu'ils veulent mettre. Je pense qu'il y a un vrai travail pour, je dirais, revaloriser aux yeux du grand public le travail de l'agriculteur qui est un peu le jardinier de la France. Les agriculteurs sont nos jardiniers et c'est quand même eux qui sont un peu le paysage que nous voyons et leur métier est juste central dans notre vie de tous les jours. Donc, alors que paradoxalement, on tape quand même beaucoup sur les agriculteurs sans forcément mettre en avant ces points qui sont, à mon sens, évidents. Et il y a, je pense, un vrai sujet aussi dans le lien entre carbone et agriculture pour essayer d'accélérer la décarbonisation, je dirais, de l'activité agricole. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'une entreprise qui souhaite aller au-delà de ses propres efforts d'évitement ou de réduction d'émissions va aujourd'hui venir cofinancer un agriculteur pour qu'il réduise son impact carbone. Et demain, cette réduction d'impact carbone pourra être valorisée par l'agriculteur dans des cahiers des charges plus contraignants liés à la vente de ses produits, mais va aussi lui permettre de mettre en avant son rôle dans l'écosystème et dans la lutte contre le changement climatique. D'accord. Et donc, mais par contre, et du côté des industriels, il y a aussi de plus en plus de demandes pour le stockage. Et du côté des industriels, il y a depuis, nous on le constate, il y a une vraie accélération depuis 6 mois. La prise de conscience, elle est toujours diffuse, c'est toujours une personne, puis une personne, puis une personne, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un peu un effet boule de neige en ce moment. Donc on pense que la finance carbone, je dirais, donc en fait les contributions carbone des entreprises vont
continue à augmenter. Nous, on sait qu'on a aujourd'hui plus de demandes d'entreprises que de projets à financer. Donc, en fait, très concrètement, aujourd'hui, on manque de projets, notamment agricoles. Et on pense que ça va permettre de venir renouer des liens entre des groupes qui sont assez déterritorialisés et l'aspect vraiment local et territorial des implantations agricoles. Donc maintenant, quelle image apporte cette pratique? Donc, comme M. Martal a pu le développer, la séquestration du carbone n'a pas uniquement un rôle économique à jouer. Nous l'avons vu en introduction, beaucoup de reproches sont faits à l'agriculture, et notamment sur son impact écologique. On peut maintenant se poser la question suivante. L'agriculture n'aurait-elle pas intérêt à communiquer sur cette pratique de la séquestration du carbone par ses cultures auprès des consommateurs? Avec la séquestration des carbones émis par les sociétés de transport et de l'industrie, grâce au sol agricole, l'agriculture met en avant sa capacité à jouer un rôle positif dans le changement climatique. Elle pourrait donc développer cet aspect auprès du public afin de changer l'étiquette d'industrie pollueuse qui lui est collée. Donc cela peut être simplifié avec la mise en avant du label, comme le label bas carbone, qui est un label européen attribué aux exploitations privilégiant ces pratiques de séquestration du carbone. Cette nouvelle image peut aussi permettre au monde agricole de renouer avec une partie des consommateurs qui ne souhaitent plus consommer ou diminuer sa consommation de viande, car son élevage a un trop mauvais impact sur l'environnement. Cette communication pourrait donc avoir un rôle économique, indirect, et surtout permettrait au monde de l'agriculture de ne plus être si discrédité. Les industries achètent les stocks de CO2 au monde agricole. Ils ont déjà commencé et vont continuer à communiquer sur leur achat. Ces entreprises vont mettre en avant leur investissement pour la séquestration du carbone. Pourquoi l'agriculture ne pourrait pas-elle aussi le faire? L'agriculture devrait-elle aussi mettre en avant son investissement pour cette pratique? Communiquer sur la séquestration du carbone permettra à l'agriculture de répondre à une attente sociétale importante. Donc, nous allons voir une toute petite vidéo de conclusion de notre intervenant. Si vous aviez quelque chose à rajouter sur ce sujet-là qu'on n'aurait pas évoqué, tout simplement. Non, mais si j'avais juste un message à faire passer, c'est vrai que il ne faut pas que les agriculteurs aient peur de s'engager dans une démarche de bas carbone, parce que je pense qu'ils ont surtout tout à y gagner, à la fois financièrement, en termes de demain de valorisation de leurs produits. Je pense que c'est peut-être le moment de faire le pas. Il faut se dire qu'en fait, ce sont eux qui choisissent leurs propres contraintes. Ce n'est pas un nouveau cahier des charges. C'est une discussion avec eux qui permet de mettre le bon niveau d'efforts qu'ils sont prêts à consentir. Il ne faut pas qu'ils aient peur de s'engager. D'accord. Donc, pour conclure, nous pensons que les agriculteurs ne doivent pas avoir peur et doivent prendre ces opportunités. Ils vont pouvoir jouer sur plusieurs rôles, un premier rôle économique, un deuxième rôle écologique, et surtout, ils vont répondre à des attentes sociétales. Cette pratique est trop méconnue et va sûrement se développer avec l'avenir. Donc, outre l'agroforesterie, d'autres pratiques en agriculture permettent de lutter contre les gaz à effet de serre et sont en accord avec les enjeux environnementaux. Nous pouvons citer les nouveaux couverts végétaux et l'agriculture de conservation que Pierre-Louis et Théo vont nous présenter. Je propose qu'on passe à la petite phase de questions malgré tout, avant. Je voulais remercier du coup, merci à Esther, Alban et Jean-Baptiste pour cette présentation qui était sur le CO2, un avenir pour l'agriculture, et on va laisser du coup la place aux questions. Monsieur Charpentier, Monsieur Delavis, si vous en avez. Moi, j'en ai une, mais c'est une question piège parce que je connais la réponse, bien sûr. Mais l'idée, c'est lorsque on est sur une exploitation qui a déjà, par exemple, qui est déjà en bio, en agriculture de conservation, qui a des haies, etc., est-ce que vous croyez qu'elle peut gagner de l'argent avec ce label bas carbone? Étant donné que vous avez dit que vous connaissiez la réponse et que c'est une question piège, je dirais non.
C'est bien, c'est un bon raisonnement. La problématique qu'il y a, mais je ne le savais pas, parce que j'ai assisté à une conférence, c'est que, en clair, c'est surtout les entreprises agricoles qui n'ont rien fait pour séquestrer du carbone qui ont intérêt de prendre cette démarche. C'est-à-dire que si vous êtes un céréalier standard, conventionnel, pas de haies, etc., là, il faut impérativement peut-être s'orienter sur le bas carbone, puisque, en fin de compte, le label bas carbone prend l'état de l'exploitation au début du contrat, et vous devez évoluer pour diminuer le carbone. Ce qui veut dire que quand vous êtes, j'allais dire, une agriculture conventionnelle, vous allez dire, vous passez du carbone, et lorsque vous allez mettre de l'agroforesterie en place, vous allez mettre de l'agriculture de conservation, vous allez diminuer les intrants, vous allez faire ceci et cela, vous allez automatiquement séquestrer du carbone. C'est-à-dire plus facilement séquestrer du carbone que si vous êtes déjà en version j'ai fait de l'agroforesterie, je suis agriculture biologique, je n'utilise pas d'intrants, je suis en autonomie alimentaire. Et là, alors c'est un peu dommage pour ceux-là parce que ceux-là, ils ont été, ils s'y ont mis trop tôt et ils ne sont pas éligibles pour l'instant à cette prime-là. Donc ça, c'est dans le cahier des charges du label bas carbone, cahier des charges du ministère de l'Environnement. Et je suis d'accord avec lui que les agriculteurs devraient s'approprier cette approche-là parce que ça peut être très intéressant. À toi, Pierre-Yves. Ok, bon, merci. Moi, je ne connaissais pas, j'ai compris pas mal de choses. Donc, moi, une petite remarque, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour s'apercevoir que les agriculteurs pouvaient être une solution dans la captation du CO2 et pas simplement un problème. Je trouve ça dommage. Bon, vous dites qu'il faut communiquer, mais on a encore la preuve que les agriculteurs, au niveau communication, ce n'est pas forcément leur fort. Bon, alors, moi, je vais vous poser deux petites questions bêtes. Donc, et vous allez me dire si j'ai raison. Donc, d'après ce que j'ai compris, si je me lance dans cette démarche, mis à part le diagnostic que j'ai à payer tous les ans, ça ne me coûte rien. En coût net, non. Mais après, je veux dire, c'est à vous. Par exemple, je veux dire, si vous décidez de planter une haie, quelque part, ça vous coûte parce que vous avez une haie au milieu de votre champ. Et puis en plus, il y a l'entretien. Oui, enfin voilà, après, il y a tous les entretiens et tout ce que vous engagez à faire pour maintenir la haie ou les arbres. Mais ce que je veux dire, en coût purement, enfin, je veux dire, si vous devez faire un chèque pour rentrer là-dedans, non, c'est l'audit et le diagnostic. Il y a quand même l'audit et le diagnostic qui peut être un prix, j'allais dire, qui peut freiner un peu, mais ce n'est pas très élevé. Mais il faut savoir que tout jeune agriculteur, il y a une aide spécifique pour faire l'audit bas carbone. Voilà. Et allez, ça vient de sortir, cette prime spécifique jeune agriculteur bas carbone. Bon, et donc, si j'ai bien compris, tout ce que je vais mettre en œuvre pour capter le carbone ou pour en émettre moins sera pris en compte. Exactement. Donc, est-ce que j'achète les masques à mettre sur le nez des vaches pour qu'il y ait moins de carbone? Alors ça… Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Oui, non. En fait, comment dire, on en a discuté avec Monsieur Delavie parce qu'on devait traiter des gaz à effet de serre en général, donc du carbone, et on voulait notamment parler de pas uniquement capter du carbone, mais aussi réduire les autres gaz comme le méthane. Mais quand on a vu ça, on s'est vite arrêté. Donc après, il y a des efforts à faire, enfin des efforts entre guillemets, il y a des solutions qui peuvent être apportées, notamment avec l'alimentation. Enfin, on a vu ça avec Alban et Esther, donc des alimentations qui peuvent changer pour réduire le méthane émis par les ruminants. Mais je veux dire, les masques pour les vaches, je ne suis pas convaincu. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est la première diapo que vous avez mis, la production de carbone entérique, là. Globalement, quand on accuse l'agriculture de polluer, on inclut dedans la dégradation de la matière organique qui se fait naturellement par les sols.
Ce qui veut dire qu'automatiquement, on est perdant parce que c'est comme si on a accusé, je ne sais pas, les transporteurs de prendre toute la dégradation du carbone qui est sous les routes. Ou, etc. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que des fois, on accuse les agriculteurs à 30% de pollueurs. Et en réalité, il y a le sol. Le sol, il est là. Il y a la terre qui existe. On n'y peut rien. Elle produit du carbone par elle-même. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Ce n'est pas notre faute agriculteur, c'est notre faute d'une façon générale. Donc, dans ces calculs-là, il faut bien faire attention à cette partie-là. Et c'est vrai que les écolos nous aiment bien et nous mettent en nous disant vous polluez. Oui, on pollue, mais à 14% et pas à 30%, comme ils peuvent l'annoncer. Et qu'après, on peut diminuer l'émission des gaz à effet de serre, donc le méthane et autres éléments, en ajustant l'alimentation des ruminants. Mais il y a des vaches, mais il y a aussi une faune sauvage. Je ne suis pas sûr que la faune sauvage, on puisse diminuer leur rot ou leur paix. C'est bon pour moi. Et moi, j'ai une jument, vous savez, quand elle pète, c'est impossible. C'est naturel. C'est naturel. Oui, on passe au dernier groupe de ce premier webinaire. C'est Théo et Pierre-Louis qui vont nous parler des ateliers complémentaires pour conserver la ferme. Donc Théo et Pierre-Louis, on vous laisse la main. Ok, eh bien, merci beaucoup, Céane. Alors, attends. Donc, le partage d'écran. Oui. Ça serait mieux. C'est peut-être. Alors. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Impeccable. Alors. Tiens, je vais faire un dessous. Pas de souci. Alors, dans une société où l'agriculture est souvent montrée du doigt pour ses mauvaises pratiques et non pour les services qu'elle rend à notre planète, pour rappel, l'agriculture fait partie des domaines d'activité qui captent du carbone. Nous pensons que pour aborder l'avenir sereinement dans un contexte climatique et financier incertain, l'agriculture de conservation nous permettra de faire face à tous ces imprévus. La diminution du travail du sol avec l'intégration des couverts végétaux va permettre de favoriser le développement de l'activité biologique. Avec le temps, le sol deviendra plus résilient car la matière organique retiendra plus facilement l'eau, donc ce qui va engendrer une augmentation de la réserve utile. Pas trop vite. Oui, je vais trop vite. Les racines iront capter les oligo-éléments présents sous la semelle de labour, à savoir entre 30 et 50 cm, et les mettront à disposition de la future culture. L'intégration d'un élevage ovin de race Dorper va permettre de diminuer la présence d'arbres au milieu des parcelles, problématique souvent présente au bout de 15 ans d'agriculture de conservation. Pour moi, c'est un système complémentaire dans cette dynamique, un élevage qui coûte pas cher, pas de bâtiment avec une qualité d'épandage des effluents imbattable comparé à un dépandeur. L'avantage est que les ovins vont apporter de la matière organique fraîche, idéale pour booster l'activité biologique du sol. Donc, passons maintenant au sommaire. Donc, tout d'abord, on va aborder la présentation de l'exploitation porteuse du projet. Oui, lui-même. Non, mais je désactive le son de Paris. Merci, monsieur. Donc, la présentation d'exploitation support de notre projet. Ensuite, les propositions, donc, notamment tout le déroulé du projet qu'on a souhaité mettre en place. Le budget partiel pour avoir un aperçu économique du projet. Les points forts et points faibles que ce type d'agriculture entraîne. Et enfin, on finira par un témoignage d'une intervenante de la coopérative Axéréal. Alors, présentation de l'exploitation support. Donc, cette exploitation se situe dans le Loir-et-Cher, sur la commune de Villetrin. Donc, c'est la SCA du Mélier. Donc, c'est une exploitation céréalière typique traditionnelle de 222 hectares. Un tiers de la surface est drainée. Elle s'étend sur un rayon de 35 km. Le type de sol, c'est argilo-calcaire et de la guervette. La commercialisation s'effectue à 100% via la coopérative Axéréal. En parallèle, l'exploitation bénéficie d'un gage de qualité qui s'inscrit dans une démarche d'agriculture durable du groupe Axéréal. Donc, c'est Cultivop. Donc, c'est 96 mesures réparties en 3 thématiques: économique, sociale et environnementale. Et pour le bon pilotage de la fertilisation azotée, ils utilisent WeUse Fertile,
Et c'est un logiciel qui marche aussi avec Synchro. Donc, pour tout ce qui est suivi des interventions phytosanitaires, c'est plutôt intéressant. Donc maintenant, commençons par le projet, donc notre proposition. Donc commençons par rappeler les 3 grands piliers d'agriculture de conservation. Donc le premier, notamment, la couverture permanente des sols, donc en intégrant un couvert à la culture. Ensuite, la perturbation minimale du sol, donc notamment au niveau du tassement, des passages d'outils. Et enfin, la diversification de la rotation et des espèces implantées, donc l'allongement de la rotation et le développement des couverts. Voilà. Donc ensuite, au niveau de la rotation, donc comme l'a dit Pierre-Luc tout à l'heure, l'exploitation est se situe sur 3 sites distincts. Donc une partie à moins de 20 km, donc une rotation qui était constituée de maïs, blé tendre, colza et blé dur. Et pour la partie supérieure à 20 km, donc blé, colza, blé tendre ou tournesol et orge. Voilà. Donc l'exploitant a fait ce choix-là pour une facilité de logistique, voilà, pour la gestion. Donc maintenant, pour la nouvelle rotation, donc c'est là que tout se complique. Donc au niveau, on va commencer d'abord par du colza associé. Donc un colza associé avec de la févrole de printemps, de la lentille fourragère, de la fenugrec, voilà, et du trèfle blanc. Voilà. Donc on va laisser ce trèfle blanc implanté après la récolte pour ensuite attaquer sur un blé tendre. Donc à la suite de ce blé tendre, donc de la récolte du blé tendre, donc on réimplantera de la févrole de printemps, du millet blanc et du moa, pour ensuite réimplanter un maïs ou un tournesol, suivant le choix de l'exploitant, en associé avec de la lentille fourragère. Et ensuite, donc, on rattaque avec un blé dur ou un triticale au choix, avec par la suite de la facélie et du seigle fourragé. Forestier. Fourragé. C'est pas mal. Allez. Et ensuite, de la févrole sera implantée, mais uniquement avec les repousses, donc implantée naturellement avec les repousses de la culture précédente, pour ensuite finir avec de l'orge d'hiver sur les repousses de févrole. Voilà, pour ensuite rattaquer du colza. Et voilà. Alors, pour la destruction, pour la destruction, nous opterons pour le pâturage des moutons et en rattrapage, un glyphosate à 2 litres hectare. Mais ça sera vraiment en cas de nécessité, parce que notre objectif principal est la destruction des couverts par les moutons. Vas-y. Alors, nous avons choisi de faire l'investissement dans un Sky Easy Drill 4 mètres. Donc, pourquoi ce semoir? Parce que c'est un semoir qui a un système d'enterrage similaire à celui d'un semoir à betterave. Donc, c'est quand même une culture qui est très exigeante en termes de placement de graines. Et pour nous, c'est un semoir qui est assez polyvalent car il permet de semer sur des sols légèrement travaillés ou en direct. Donc, nous avons réalisé un devis auprès de la concession de Pucé. Donc, pour un semoir de 4 mètres, avec 3 trémies et 3 doseurs, nous sommes à des prix aux alentours de 92 500 €. Les 21 000 € seront autofinancés par la structure. En parallèle de ça, l'ancien combiné de semis, la charrue Grégoire et Besson seront revendus pour une valeur de 30 000 €. Alors, au niveau du choix de la race Dorper, donc pourquoi nous avons choisi cette race-là? Donc déjà, c'était pour sa facilité de désaisonnement. C'est une race rustique. Autre point qui me semble important dans notre région, qui est la Beauce, c'est que les moutons de race Dorper n'ont pas besoin d'être tondus. La laine tombe toute seule. Donc, c'est quand même un gain de temps. Donc, la prolificité est de 1,5 agneaux par brebis, ce qui est plutôt bien. Les 80 agnelles, donc on a fait une estimation, et il y en aurait pour 16 000 €, et les 4 béliers pour 2 000 €. Et afin de nous faciliter les manipulations, on prévoit d'investir dans un parc de contention. Ça vaut entre 2 500 et 3 000 €. Voilà. Et après, donc, pour tout ce qui est logistique filet, donc nous, on a fait le choix de valoriser les clôtures électriques à lapin déjà présentes sur l'exploitation. L'idée, c'est vraiment de limiter les investissements. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la partie purement élevage, entre guillemets, notamment avec le schéma de reproduction. Donc, on part sur un cheptel de 120 agneaux.
Voilà, donc avec 4 béliers et 80 femelles. Donc pour 120 agneaux nés, le prix moyen de la carcasse sera 6 € le kilo. Donc voilà, pour un poids moyen de 18,5 kg. Donc on est parti avec un taux de mortalité de 10% environ. Donc on a fait le choix aussi de lisser, donc ça représente 12 animaux. Et en lissant le résultat, donc à 54 mâles et 54 femelles, donc tous les mâles partiront à l'abattoir. Et pour les femelles, on en gardera 20% pour le renouvellement, ce qui représente environ 11 agnelles sur tout le troupeau. Voilà, donc un total de 10 000, 11 000 €. Oui, voilà, 11 000 €. Alors, au niveau du budget partiel, donc nous, afin d'amortir mieux notre semoir, on a choisi de faire un partenariat avec une entreprise de travaux voisine. Donc, le semoir, il fera à peu près 400 hectares à un prix de 65 €. Ça nous fait 26 000 € de produits en plus, auquel s'ajoute la nouvelle vente d'agneaux, les 11 000. Donc, en charge en plus, on a les charges opérationnelles qui sont liées aux couverts végétaux, les frais vétérinaires et l'alimentation, et ainsi que le parc de contention. Alors, du coup, nous, on a fait une estimation sur les coûts de mécanisation et la main-d'œuvre. Donc, du coup, pour une exploitation de 220 hectares, on ferait une économie de 20 500 € grâce à l'agriculture de conservation. Voilà, et ce qui nous donne à la fin un résultat courant en plus de 19 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc maintenant, au niveau des points forts, points faibles de cette transition. Donc, premier point fort, comme l'a dit Pierre-Louis au début, donc le semoir va faire de la prestation service afin de rentabiliser au plus vite l'investissement, qui est quand même assez conséquent. Ensuite, donc, cela entraîne la diminution des coûts de mécanisation, voilà, parce qu'on passe moins de fois, donc forcément la diminution. Ensuite, la destruction des couverts par le pâturage des moutons, voilà, donc bon, le glyphosate sera là uniquement en cas de nécessité, voilà, mais il sera principalement fait par les moutons. Ensuite, le faible investissement pour l'atelier ovin, voilà, qui peut rapidement être créé. Développer l'activité biologique des sols, avec forcément en étant plus respectueux de ce dernier. Voilà. Faire un apport de matière organique fraîche, donc notamment avec les moutons, et forcément les couverts aussi. Voilà. La préservation du gibier et de la faune locale. La compensation des exportations de paille, voilà, cette fois avec les moutons. Et l'adaptation aux aléas climatiques, notamment pour augmenter la résilience du sol avec la fraîcheur et la capacité de réserve utile. Voilà. Et aussi la captation du carbone, voilà, base de l'agriculture de conservation. Ensuite, en point faible, donc on a quand même, je le disais, notamment pour le semoir, un investissement élevé. C'est des matériels qui coûtent relativement cher. Et des charges opérationnelles forcément supplémentaires. Voilà. Alors, nous allons passer à la vidéo maintenant. Bonjour, Marie Courceau, apprentie ingénieure au service agronomie d'Accéréal. Donc aujourd'hui, nous allons parler fertilité du sol et plus précisément agriculture de conservation. Donc la fertilité du sol, c'est un des axes majeurs de travail actuellement chez Accéréal et notamment aussi au service agronomie. Donc c'est très important puisque ça permet une résilience au niveau des cultures face aux aléas climatiques et le sol est une des composantes importantes dans la production agricole puisque de là permet d'avoir et le support et la nourriture, on va dire, si on résume assez vulgairement, pour les cultures. Donc pour ma part, je travaille actuellement avec une dizaine d'agriculteurs sur la fertilité du sol. Donc là, nous allons plutôt parler agriculture de conservation, qui est une des pratiques qui est utilisée pour maintenir la fertilité du sol, qui est là une des pratiques phares. Sachant que nous aborderons pas forcément, j'apporte pas forcément ce projet avec les agriculteurs que j'encadre, mais nous tendons plutôt à la réussite des couverts qui ensuite peuvent permettre un engagement dans l'agriculture de conservation. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une exploitation qui souhaite se diriger vers l'agriculture de conservation et donc toutes les étapes à mettre en œuvre d'un point de vue agronomique. Et ensuite, vous avez aussi un support qui vous permet d'avoir l'étude économique qui a été réalisée par les deux étudiants.
Donc, les 3 grands principes de l'agriculture de conservation sont, premièrement, la couverture maximale des sols, que ce soit par des couverts ou des cultures. Ensuite, une diminution importante et, si possible, l'arrêt du travail du sol dans les parcelles. Et enfin, une diversification importante, que ce soit des espèces ou des cultures, par les couverts ou les variétés qui sont employées. Donc, en ce qui concerne la conversion vers l'agriculture de conservation, il est important que le sol retrouve une structure qui se veut plutôt verticale, puisqu'avec le travail du sol, on a surtout des structures horizontales. Et donc pour ça, on attend on passera du travail mécanique au travail biologique par les racines. Cependant, le travail risque d'être un peu long, donc il peut être nécessaire d'utiliser des outils, notamment par des dents assez profondes, pour pouvoir un travail en profondeur, et aussi utiliser des espèces qui sont de plus en plus, avec des systèmes racinaires de plus en plus profonds, notamment des radis chinois. On a aussi le tournesol, le Niger, qui va aller avoir des racines qui vont bien descendre, et des racines restructurantes et assez profondes au fur et à mesure, pour enlever tous ces semelles de travail qu'on peut trouver comme des semelles de labour. Le choix des espèces doit bien sûr être adapté aussi aux conditions de la parcelle, notamment si on a un système de drainage qui est installé. L'une des problématiques qui apparaît de plus en plus en agriculture de conservation, c'est l'utilisation qui est demandée du glyphosate pour pouvoir détruire les couverts afin de favoriser les cultures. Alors, de nouvelles techniques sont à la recherche actuellement, comme une destruction mécanique, que ce soit par des rouleaux FACA, que ce soit par des disques, ou encore la destruction par le gel par les espèces gélives. Il est aussi possible, comme le cas de l'exploitation qui est présentée et son projet, d'introduire un atelier d'élevage qui pourrait à la fois nourrir les animaux et par leur passage par le pâturage, détruire les couverts et aussi les piétiner pour les rendre beaucoup plus sensibles, que ce soit au gel ou à travail mécanique ou éventuellement au glyphosate. Cependant, il est absolument nécessaire de faire attention aux espèces que l'on emploie dans les couverts, comme par exemple certaines espèces comme la gesse sont toxiques pour les animaux et donc ne sont vraiment à éviter dans les couverts que l'on installe, surtout s'ils sont pâturés. Donc, ce qu'on remarque depuis les dernières années, c'est qu'on a quand même des périodes de sécheresse qui peuvent être préjudiciables à la levée des couverts. Donc, aujourd'hui, chez Axéral, notamment dans le groupe d'agriculteurs que j'encadre, c'est un groupe 30 000, nous allons plutôt tester cette année 2 techniques. Un couvert avec un apport organique pour voir s'il y a un effet sur le couvert et une levée un peu plus rapide et robuste. Et également un semis du couvert au DP12 ou à l'épandeur à engrais avant dans la culture d'orge, qui est donc la culture n'est pas encore récoltée, on fauche et comme ça laisse place au couvert. Un conseil qui peut être apporté aux agriculteurs qui souhaitent se convertir à l'agriculture de conservation, tout d'abord c'est d'avoir une réflexion bien en amont sur la manière dont ils veulent conduire leur système et également un diagnostic de leur parcelle, notamment de leur sol, savoir tout ce qu'on est au niveau de la structure, puisqu'on passera forcément d'une structure qui est souvent horizontale par le travail du sol à une structure verticale, de bien choisir ses couverts, de bien choisir ses cultures. Il se peut aussi qu'il y ait des fois il y a des loupés, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter, il faut pouvoir persévérer dans la démarche. Et également, pourquoi pas, ce qui peut être intéressant, c'est de se rapprocher d'organismes et de groupes d'agriculteurs qui travaillent déjà sur le sujet, de se renseigner, d'avoir des informations de l'extérieur, des conseillers, pour pouvoir s'engager et vraiment avoir un recul sur la démarche. Voilà. Donc voilà, on en a fini pour notre présentation. Donc, maintenant, voilà, on va vous laisser poser vos questions, s'il y en a. Oui, j'avais une question. La gesse, elle dit que c'est toxique? Oui. Vous en êtes sûr? Ah bah oui. Ah bah oui. Vous avez vérifié? Ah bah oui. Bah oui, quand même, hein, on vérifie la source de l'information. Hein. Et puis bon, notre technicienne Axéral nous l'a redit, donc bon, c'est... Voilà. Et connaît son travail. Eh bien, c'est que la graine qui est toxique. Ah. Voilà, c'était simplement pour le dire, hein, mais parce que ça m'étonnait aussi que la gesse soit toxique. Mais bon, après, la graine est toxique. La partie herbacée peut être consommée, puisque dans certaines parcelles, vous avez des gesses et de la vesse qui poussent, et jusqu'à nouvel ordre, ça n'a jamais tué les animaux. Voilà, c'est tout. On va pas tenter le diable. On va pas tenter le diable.
Oui. Non, mais, d'autres solutions existent, donc voilà, autant sécuriser. J'ai regardé le prix. Vos moutons, ils sont introuvables en France? Ah bah si, chez un agriculteur à côté de chez moi. Il y en a qu'un? Ah non, il y en a plusieurs. Comment il a fait, lui, pour en acheter? Eh ben, quand tu tapes sur Internet, j'ai eu du mal à trouver. Si, il y en avait un à vendre à 500 €. Je trouvais que ça faisait un peu cher. Ah ben oui, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Souvent, ces moutons-là, ils sont détenus par des particuliers. Non, mais voilà, l'idée d'avoir ce type de mouton qui n'est pas tondu, donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que ça, c'est une corvée. Et puis, je me dis que comme ça, les véganes, ils pourront rien nous dire puisqu'on n'aura pas besoin de les tondre. Ah bah c'est ça, ouais, le bien-être animal. On est en plein dedans. Ok. Je te laisse poser quelques questions, Pierre. J'en ai pas beaucoup, moi. J'en ai pas beaucoup. Parce qu'il est tard. Je sais pas, non, parce qu'il est tard. Non, c'est que ça a été complet. C'est pour ça, faut pas dire ça. Les rêves, t'as raison. Voilà, là-dessus. Non, juste une chose. Moi, je vous ai écouté, j'ai essayé de vous comprendre. Donc, si j'ai bien compris, vous allez développer au niveau de la rotation, vous allez mettre beaucoup de cultures différentes de suite. Oui, tout à fait. Bon, alors ma question, c'est est-ce que ça suppose de la part de l'agriculteur des connaissances et des compétences nouvelles dans la gestion de ces différentes cultures? Parce oui, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est pas une problématique? Parce que moi, si je suis un agriculteur où je fais un assolement en 3 ans, maïs, orge, blé, et qu'ensuite il faut que je mette du poids, du machin, du ceci, du cela, que je ne connais absolument pas, moi, vous allez me faire peur. Hein. C'est pour ça que dans un premier temps, le glyphosate, il est quand même fortement utilisé pour tout ce qui est gestion des couverts au niveau de la destruction. Oui, mais bon, c'est surtout au niveau, je ne sais pas, de la compétence pour certains types de production qu'on ne connaît pas forcément. Oui, après, c'est pour ça qu'il faut s'orienter vers des organismes pour échanger avec des agriculteurs pratiquants déjà. Il y a le groupe TCI de la Chambre d'agriculture qui n'est pas trop mal. D'accord, parce que votre solution n'est pas merveilleuse et miracle, mais à mettre en œuvre, que tous les agriculteurs peuvent la mettre en œuvre. Moi, c'est ma question toute bête. Après, voilà, c'est suivant ce que chaque agriculteur est prêt à faire aussi, c'est sa vision de ce qu'il a envie de faire, lui, parce qu'on ne va pas forcer quelqu'un à faire tel ou tel système, forcément. Mais bon, après, c'est une solution comme une autre, voilà, qui peut être envisagée pour solutionner les diverses problématiques auxquelles on a ma question, affaire. c'était est-ce que c'est un système qui est potentiellement envisageable pour la grande majorité des agriculteurs en France? Voilà, c'est tout. Oui, après, oui, là-dessus, oui, sûrement. Alors, on est d'accord que à l'heure actuelle, est-ce qu'il n'y a pas une problématique de matière organique dans le sol? Si, aussi, oui. C'est pour ça qu'intégrer les moutons, c'est un bon compromis aussi. Et quel est l'intérêt d'augmenter le taux de matière organique dans un sol? Il va augmenter sa résilience. Oui, il va augmenter sa résilience, il va augmenter son pouvoir de rétention en eau, il va augmenter la vie biologique d'un sol, etc. etc. Et que pendant 30 ans, on a considéré que la matière organique n'était pas… elle existait, mais sans plus, parce qu'elle se dégrade à raison de 1 ou 2% par an. Donc, ce qui veut dire que ça fait un certain temps pour pouvoir diminuer le taux de matière organique dans le sol. Donc, on s'aperçoit malgré tout que la stabilité des sols suppose qu'il y ait de la matière organique et que l'agroécologie a pour objectif quand même de protéger les sols de l'érosion par l'action des feuilles qui restent en place et aussi d'augmenter l'humus, et donc l'humus étant de la matière organique en décomposition. Donc, c'est l'avantage du système, c'est que c'est comme si on avait une voiture mais qu'on n'entretenait pas le moteur, mais qu'on lui demande toujours de se déplacer. À un moment donné, ça coince. Vous restez sur le bas-côté. Voilà. Donc, c'est pour ça que
des ateliers complémentaires et qui permettent d'augmenter la matière organique du sol, c'est une stratégie qu'il faudra prendre en considération, sinon on finira à obtenir des sols désertiques et sans matière organique. Et un sol sans matière organique, c'est le Sahara. Bah oui. Voilà. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ok. Bah écoutez, bah, merci. Il ne reste plus que la conclusion par les gentils animateurs et pile poil à 45. Ah mais oui, on est pile poil dans les temps là. Donc déjà, on remerciait toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Donc on a vu qu'on avait quelques personnes en plus de la classe. C'est gentil de s'être connecté. Donc on a pu voir plusieurs outils de la résilience aujourd'hui en agricole. On remercie le dernier groupe aussi qu'on n'a pas remercié encore pour cette présentation donc sur les ateliers complémentaires pour conservation des sols. Et donc, on vous rappelle qu'on a un webinaire à la même heure demain, donc jeudi 17, les mêmes liens au même endroit, et vendredi 18 de 13h15 à 15h. Donc demain, on sera sur la résilience en diminuant les charges, et vendredi, la résilience pour l'augmentation des produits. Océane, je te laisse conclure. Et c'est parfait, c'est ce que je voulais dire aussi. Donc, on vous remercie à tous de nous avoir écoutés durant ces 2 heures. Et puis, comme l'a dit Clément, on se retrouve demain à la même heure. Voilà. Bien, merci à vous et au revoir. Merci à tous. Merci à tous pour la présentation. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.